Bonsoir messieurs. Bonsoir. On va commencer avec l'une des informations de la soirée. C'était sur iTélé, la déclaration de Dominique Lefebvre, l'un des proches de Jérôme Cahuzac, qui nous a dit que Jérôme Cahuzac allait démissionner de son poste de député. Aucun argument qui puisse permettre à Jérôme de retrouver l'Assemblée. Voilà ce qu'il disait, on l'a entendu encore il y a quelques minutes. Est-ce que c'est une déclaration qui vous semble crédible, Claude Askolovitch ? Lefebvre est quelqu'un qui a continué de garder des liens avec Cahuzac, qui a protesté de son amitié, qui lui a écrit. Et Lefebvre essaie de convaincre Cahuzac, effectivement, de renoncer à son poste de député. Si j'ai bien vu l'extrait, Lefebvre n'a pas dit Jérôme Cahuzac va renoncer le 19 avril, je crois. Il a jusqu'au 19 avril pour renoncer. Oui, mais en réalité, c'est pas vrai. On peut rester député le 19 avril et démissionner le 19 mai, le 19 juin, le 19 septembre. J'ai plutôt entendu Lefebvre dire la date n'est pas décidée. La date n'est pas décidée. Il va prendre les décisions par rapport à son suppléant. C'est ça, la date du 19 avril. Non, parce que c'est démissionne une partielle. Simplement, de manière logique, et on sera d'accord tous les trois, Jérôme Cahuzac député, ça confine à l'absurde. Plus de son propre point de vue, je ne suis pas son avocat, mais enfin, il s'en prendra plein la figure et il s'en prend suffisamment. C'est pas ce qui va l'aider à se reconstruire, et je pense qu'il le sait. Il a, Jérôme Cahuzac, dit-il, un problème matériel précis, de ressources. C'est pas une bonne raison pour rester député, mais ça fait partie de sa réflexion. Ça fait partie, voilà, on peut sourire. C'est quand il en parle, il dit cela. Et encore une fois, je ne suis pas l'interprète. À terme, Jérôme Cahuzac ne pourra pas rester député. Lefebvre n'est pas la plus mauvaise source. Je n'ai pas entendu Lefebvre dire le 19 avril, il renoncera à son poste. Voilà. Jean-Sébastien Ferjou. Non mais juste vraiment, le problème de ressources, c'est quand même particulièrement indécent, alors que manifestement, à minima, il a 600 000 euros sur un compte quelque part. Donc il faut quand même arrêter par rapport à la moyenne des Français. Après, cette histoire-là, elle est absurde. Passons à autre chose, parce que vraiment, il est déconsidéré. Et vraiment, on s'en fiche. Enfin, arrêtons de nous focaliser sur lui. D'autant que finalement, il y a aussi bien des élus qui sont victimes de ça et qui sont meurtris. J'en ai croisé cette semaine parce que voilà, et notamment en plus de ça, les élus locaux, les élus dans les villes, etc. Parce que c'est vrai que là, il y a un mouvement comme s'ils étaient tous. Non, ça n'est pas vrai. Alors après, je continue à considérer que ces élus-là, et notamment à l'Assemblée, sont sur un certain nombre de sujets relativement déconnectés de la perception qu'en ont les Français, mais ils ne sont pas corrompus. On va revenir justement sur ce que vous nous racontez, Jean-Sébastien, sur cette perception des élus et sur la moralisation également de la vie publique. François Hollande a présenté toute une série de mesures, c'était avant-hier. Des mesures qui, vous allez le voir, sont inefficaces pour une majorité de Français, en tout cas si l'on en croit un sondage BVA pour iTélé, publié aujourd'hui. Ces mesures ne permettront pas de mettre fin aux paradis fiscaux pour 80% des Français. Elles ne permettront pas non plus de lutter contre la fraude fiscale pour 67%, empêcher des affaires identiques à celle de l'affaire Cahuzac ou encore assurer la transparence de la République. Est-ce que vous en faites partie, vous, de ces Français dubitatifs, Jean-Sébastien Ferjou ? Ben oui, bien sûr. Enfin, les Français ont beaucoup plus de bon sens que tout le gouvernement réuni manifestement. Juste un exemple sur la haute autorité qui a été annoncée pour contrôler les patrimoines. Par exemple, quand on appelle Matignon et ce qu'on a fait pour leur poser la question de quels sont les moyens attribués, parce que si c'est juste pour déclarer le patrimoine, on imagine bien que Jérôme Cahuzac n'y serait pas allé en disant « Ah tiens, en fait, j'ai X centaines de milliers d'euros sur un compte en Suisse ou à Singapour ». Donc s'il n'y a aucun moyen de contrôle, s'il n'y a pas des policiers qui sont détachés, s'il n'y a pas ou des moyens de contrôle mis à disposition du Parlement, ça ne rime à rien. Mais quand on appelle Matignon, manifestement, ils n'y ont pas pensé. Ils disent « On vous donnera la réponse la semaine prochaine ». Ça fait quand même plusieurs jours qu'ils travaillent dessus. Donc après, quant à imaginer qu'on pourrait éradiquer les paradis fiscaux simplement parce que François Hollande a décidé de faire un effet de manche, qui pourrait croire que ça puisse marcher, même s'il y a de fait des réformes qui peuvent avancer pas à pas, mais pas comme ça, pas dans la précipitation, pas dans la manière dont ce gouvernement travaille et fonctionne, et on en a la confirmation tous les jours. Donc c'est de la poudre aux yeux, Claude Askolovitch, ces mesures annoncées par François Hollande ? Les mesures annoncées, ça ne signifie rien. J'attends qu'il y ait une loi, j'attends qu'il y ait des mesures. Il y a quand même des mesures. Non, je ne veux pas de mesures. Il y aura des mesures le jour où il y aura une loi votée par le Parlement. Si on a pris la mesure du patrimoine des élus. Non, pour l'instant, j'ai vu 2 déclarations du président de la République. Je n'ai pas vu de mesures. Il y a des choses qui iront manifestement dans le bon sens, qui, bien entendu, ne nous feront pas passer de l'ombre à la lumière. C'est pour le coup, on n'est pas en désaccord. C'est toute l'insuffisance de cette gesticulation, de communication, ces grands mots, cette outrance, ce président de la République qui vient nous expliquer à l'heure du déjeuner que plus jamais ça. Personne ne peut prendre cela au sérieux. Ça ne veut pas dire que quand enfin, le projet de loi sera mis au point, discuté, etc. Tout sera négatif. Il y aura des choses sur les conflits d'intérêts qui seront intéressantes, qui font que la France sera un peu moins mal gérée
après qu'avant. Mais il n'y a pas le passage de l'ombre à la lumière. Ce qui est ridicule dans cette affaire, c'est que manifestement le chef de l'État, qui un de ses ministres a menti yeux dans les yeux, donc Cahuzac, veut se rattraper en décrétant une bonne fois pour toutes que nous allons entrer dans l'ère de la transparence. Personne ne peut y croire. Un pouvoir qui a manifesté autant de faiblesse et de flou quand l'un des siens fautait, qui en même temps n'a pas été capable de faire admettre aux Français qu'en l'occurrence, ce pouvoir a fonctionné de manière démocratiquement quasi parfaite, en laissant la justice enquêter et faire tomber un de ses ministres, et qui après explique que nous sommes dans une situation dramatique et que nous allons en sortir comme ça, et là on est d'accord avec Jean-Sébastien, ça ne peut pas être pris au sérieux. Les Français ne jugent pas le fond des mesures, ils jugent la séquence politique et la crédibilité du pouvoir. Et ça, c'est problématique pour Hollande. On en arrive à ce point relativement absurde où on aurait envie de le consoler, de lui dire mais sors de ton état de sidération, François, parce que là c'est plus un effondrement moral de lui par rapport à lui-même ou de la gauche par rapport à elle-même qui ne fonctionne que sur la certitude de sa supériorité morale, parce que je pense que personne n'est dupe. Il arrive, c'est la nature humaine qu'il y ait des gens qui soient corrompus. Voilà, ça arrive. Donc c'est arrivé, il lui a menti dans les yeux, qu'il s'en remette, qu'il s'attaque au vrai sujet et franchement qu'on arrête de les entendre tous les 2 jours à la télévision, lui ou Jean-Marc Ayrault. Ce matin, juste un mot, Jean-Marc Ayrault, sur RTL, un auditeur lui dit « Ah, après la transparence des patrimoines, est-ce qu'on pourrait pas passer à celle des feuilles d'impôt ? Publions les feuilles d'impôt. » Il dit « Ah oui, vous avez raison, monsieur Roger Trucmuche, faisons-le donc, ou réfléchissons-y. » Mais qu'ils arrêtent, qu'ils travaillent, qu'ils passent au vrai sujet, par pitié. Une chose, l'aspect ridicule de tout ça, j'y souscris. Pour autant, et c'est embêtant quand même à admettre, il faut l'admettre, ce pouvoir, il se trouve qu'il est de gauche, s'est comporté de manière beaucoup plus transparente, honnête, décente, vis-à-vis de la justice que le pouvoir précédent. Cahuzac est tombé. Hollande ne l'a pas protégé, Ayrault ne l'a pas protégé. Ils sont dans une séquence qui est ridicule parce qu'ils ne se sont, entre guillemets, pas mal comportés. Il y a une phrase absolument terrible dans un article du Nouvel Observateur cette semaine qui dit que Hollande a fait de sa faiblesse une vertu. Je cite de mémoire. C'est terrible. Il est faible, mais il a laissé la justice enquêter. Mais ça n'est pas une vertu en politique. Ça n'est pas une vertu en politique et réellement, ça confirme encore une fois. Mais la justice a pu travailler, c'est mieux que sous la droite. Mais je suis absolument d'accord. Enfin, c'est mieux que sous des gouvernements précédents, quelle qu'ait été leur coloration. Oui, mais c'est pas vrai. Le dernier garde des Sceaux ne travaillait pas comme ça. Après, là, effectivement, il a un tel problème d'autorité. Parce que s'il était capable de dire, mais regardez ce que disait Claude, enfin voilà, ça s'est passé en 2 mois. En 2 mois, il a été exfiltré du gouvernement. Maintenant, arrêtez de nous faire suer avec, en plus de ça, une opposition qui, face à lui, n'est pas spécialement crédible à l'heure actuelle, ni sur le plan de la moralisation, ni sur le plan de son travail politique. Enfin, vraiment, qu'il se soit laissé enfermer dans cette séquence-là, mais ça nous dit à quel point François Hollande est un président qui n'est pas à la hauteur. Et c'est grave, parce que dans une crise, dans les circonstances que nous sommes en train de vivre, avoir un président qui n'est pas à la hauteur, on va le payer cash. Revenons maintenant à la transparence. Alors, c'est un mot qu'on a évoqué au cours des dernières minutes. Une transparence que certains élus critiquent, notamment cette publication de leur patrimoine demandée par l'exécutif. Est-ce qu'elle est dangereuse pour la démocratie française, cette transparence, Jean-Sébastien Ferjou ? Mais c'est pas n'importe quelle transparence qui est dangereuse, mais c'est vrai qu'il faut se poser quand même un certain nombre de questions. Sur le registre des feuilles d'impôt, par exemple, vous voyez avec qui les gens vivent, ils n'ont pas forcément envie de le dire, par exemple. Enfin, donc, la vraie question, elle n'est pas celle de... Mais Jérôme Cahuzac a réussi un coup fantastique, c'est qu'effectivement... rapport à l'argent qu'on a en France, quand on voit, par exemple... Mais c'est ce que je vous disais, Jérôme Cahuzac a réussi un coup fantastique, il a fait progresser d'un grand bond en avant le socialisme, parce que maintenant, plus aucune personne n'ayant un peu de patrimoine n'osera faire de la politique. Ou sinon, il se débrouillera pour mettre les trucs au nom de ses enfants, de son épouse, prendre des voitures en leasing, toutes les stratégies qu'on connaît qui sont parfaitement légales. C'est inquiétant quand même. Bah oui, c'est en ça que la vraie question, et c'est le point que j'évoquais tout à l'heure, c'est celle du contrôle. Comme ça existe dans d'autres pays, comme ça existe aux États-Unis notamment, enfin dans des pays où le Parlement travaille, où ils ont des commissions qui ont les moyens de le faire. Donc là, on ferait mieux en France de supprimer un certain nombre de députés, parce que si ça avait échappé aux gens, je vous rappelle qu'aux États-Unis, où il y a quand même nettement plus de population, il y a quand même aussi beaucoup moins de représentants des Américains, notamment beaucoup moins de sénateurs. Et là, ce sont des gens qui ont... Enfin, mais chaque sénateur... Il y a aussi des gouvernements locaux. Enfin bon, c'est un autre système. Pardon, rapidement, le millefeuille administratif français dépasse... Sur la dangerosité, non, c'est pas dangereux de publier le patrimoine des élus. Oui, il y a énormément de conservatisme de leur part et de frilosité. Ah, mais c'est pas grave. Non, pardon, je voudrais juste finir. Donc ça ne me dérange absolument pas. En revanche, ce qui est dangereux, c'est l'idée que cette publication
résoudra tout. Et ce qui est vraiment pervers et dangereux pour la démocratie, c'est tout ce qui concerne les collusions, les conflits d'intérêts. J'attends les mesures là-dessus. Elle passe par le contrôle, Jean-Sébastien n'a pas tort, elle passe par l'acceptation, effectivement, d'une auto-limitation de la classe politique. Mais la dangerosité de la transparence, mon Dieu, je connais ces airs de violon. Barthelone a tort de le jouer à ce point-là. Juste ce qui est dangereux quand même, c'est que dans le même temps, on entend ces besoins de transparence. Et à côté de ça, quand on entend des gens comme Gérard Filoche cette semaine qui disaient « Ah mais oui, mais on sait bien que tous les gens qui ont gagné de l'argent, c'est parce qu'ils l'ont gagné sur le dos des autres ou ceux qui travaillaient », on a envie de lui dire « Mais viens dans une entreprise, Gérard. Enfin, regarde les créateurs d'entreprises, regarde ceux... » Oui, mais c'est la connexion des deux qui est dangereuse. Voilà pour ce débat sur de la plus-value, mais tu n'es pas marxiste. Qui n'est pas encore terminé, qu'on pourrait encore continuer pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Autre sujet d'actualité, la contestation contre le mariage pour tous, le mariage des homosexuels. Manifestation ce soir à Paris devant le Sénat, manifestation qui a été débordée, qui a connu quelques débordements, vous le voyez sur ces images, avec des policiers qui protégeaient l'accès au Sénat, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. C'est des images qu'on a vues il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le mois dernier, place de l'Étoile. Est-ce que ce mouvement de protestation est en train sérieusement de se radicaliser, ou est-ce qu'il faut nuancer un peu plus, Claude Askolovitch? Les gens de Civitas existaient, y compris... Ils étaient présents ce soir. Oui, c'est les mêmes. C'est quoi? C'est la frange des petits fachos qui en profitent, ou une frange radicalisée. Tous les braves gens qui ont défilé dans les grandes manifestations contre le mariage pour tous n'étaient pas de cette engeance-là. Ça, c'est l'engeance radicalisée, attisée par la folie de Madame Barjot, qu'on va peut-être à un moment donné cesser de prendre au sérieux, attisée éventuellement par les débords... Je ne pense pas que Brigitte Barjot ait attisé les gens de Civitas. J'ai dit attisé. Il y a eu des déclarations très dures aujourd'hui. Je rappelle une, François Hollande veut du sang, il en aura, c'est ce qu'elle a dit ce matin après l'adoption du texte par les sénateurs. On va être très poli, elle est parfois invitée dans cette antenne. Frigide, Barjot et Starbé. Voilà. Il se trouve, et c'est le drame de cette histoire, qu'un mouvement que je peux parfaitement comprendre, je n'approuve pas, mais qu'un mouvement de rejet, de réticence vis-à-vis d'une innovation sociétale a été incarné par une femme qui est Starbé, qui a fait illusion et qui maintenant, on peut être Starbé et courageux et qui maintenant le montre et qui n'est pas le leader qu'il faudrait. À côté, il y a des franges d'extrême droite, ce que j'appelle, c'est vulgaire, c'est rapide, les petits fachos de Civitas. On les voit là. Ça ne signifie pas que tous les gens qui s'opposent au mariage pour tous sont de cette engeance-là. Ça ne signifie pas une radicalisation. Maintenant, tout se tient. Pouvoir faible qui accélère. Une bonne réforme, je la soutiens, mais qui est un peu de réforme de diversion, tout ceci est délétère. Ça ne veut pas dire qu'il y a des barricades en France pour défendre le mariage pour tous, pour s'opposer au mariage pour tous. Mais courageuse, vous disiez, Jean-Sébastien. Oui, courageuse, parce que Brigitte Barjot soit fantaisiste... Qu'est-ce qu'elle risquait? Courageuse, c'est quand tu prends des risques. Toi, par exemple, quand tu dis la droite était moins bien que la gauche par rapport à la justice, tu prends des risques par rapport à des gens qui te suivent. Tu es courageux. En quoi Brigitte Barjot était-elle courageuse? Mais parce qu'elle a redressé ses manches. Et effectivement, les Français sont bien souvent des révolutionnaires de canapé, comme le disait Édouard Martin la semaine dernière, le syndicaliste de Florange. Au moins, elle a fait quelque chose. Et c'est pas la droite qui y est allée. Parce que les gens de droite... L'Église y est allée? Ben oui, mais ils y sont allés quand? Ils y sont allés quand dans ces manifestations-là? Ils y sont allés quand ils se sont rendus compte que le mouvement dépassait ce qu'ils en attendaient. Et qu'est-ce qui se passait? Il y avait leurs conseillers qui leur disaient « N'y va pas, parce que dans 10 ans, quand les gens auront oublié et que tu voudras te présenter à la présidentielle, on te rappellera, comme maintenant on rappelle les positions du PAX, que tu étais un ringard. » Donc il y en a beaucoup qui n'y sont pas allés, qui n'avaient pas le courage. L'Église catholique ne voulait pas y aller non plus, parce qu'elle avait peur. Non, elle ne voulait pas y aller en apparent, en tête de file, parce qu'ils ne voulaient pas rejouer, que ça retombe dans les mêmes caricatures qu'il y avait pu avoir à l'époque du PAX. Et je trouve que Brigitte Barjot, dans ces circonstances-là, quoi qu'on pense... Attends, tu viens, tu es un intellectuel... pense de sa personnalité... Tu es un chef d'entreprise, tu es un journaliste, tu as créé un site qui joue son rôle dans le débat public. Tu es en train de dire sérieusement qu'une dame qui se fait appeler Brigitte Barjot, qui dit n'importe quoi en appelant au sang, a été une personne estimable. Aujourd'hui, elle a dit n'importe quoi. Même toi, tu ne le penses pas. Appeler au sang et dire qu'on vit dans une dictature, c'est n'importe quoi. Eh bien, elle est Starbé. Non, elle était depuis toujours. Ça ne retire rien à la légitimité d'un mouvement d'opposition. Mais le drame de ce mouvement, n'est pas Starbé parce qu'elle a su incarner malgré tout et avec les défauts qu'elle peut avoir. Et effectivement, elle n'était pas la tasse de thé de bien des gens qui pourtant n'avaient pas le courage d'aller s'afficher dans les médias. Non plus. Oui, mais elle a eu le courage de le faire parce qu'il y en avait beaucoup qui grognaient dans les coins sans oser le dire. Mais elle a su malgré tout, aujourd'hui un peu, mais elle a su malgré tout montrer un visage qui n'était pas extrême.
Alors, Claude, rapidement, parce qu'il nous reste quelques elle ne s'est pas décrédibilisée, elle ne l'a jamais été. Ça a été un personnage médiatique, comme c'était un bon client, une bonne cliente qu'on Elle a pouvait représenté des dizaines. Mais non, mais elle n'a pas représenté des dizaines. À un moment donné, il faut admettre à un moment donné, il faut admettre que les mouvements de masse, et il y a eu un mouvement de masse en hostilité au mariage pour tous, comme il y a un mouvement de masse en faveur de ce mariage pour tous, n'ont pas besoin d'une espèce de dingue que le système médiatique délétère choisi pour incarner. Ces mouvements existent par eux-mêmes. Donc, ce que je dis, grand mouvement d'opposition au mariage pour tous qui existe, qui n'a rien à voir avec l'espèce de dingue qu'on a vu ce soir, qui pose par ailleurs un problème. Oui. Merci Claude Askolovitch, merci Jean-Sébastien Ferjou. À la semaine prochaine pour un nouveau duel des éditorialistes. Bonne fin de soirée à vous sur iTélé. À suivre le journal de la nuit avec Clélie Mathias. Clélie qui reviendra notamment sur cette manifestation des opposants au mariage pour tous, manifestation qui a dégénéré ce soir à Paris.